Bonjour et bienvenue dans le programme culturel de septembre. Alors j'espère que vous avez aimé le long programme culturel de cet été. N'hésitez pas à aller le voir si vous ne l'avez pas vu, hein. Ça sera avec grand plaisir que j'aurai vos commentaires. Alors au programme culturel du mois de septembre, et je vous en ai un peu parlé dans la fin de celui d'été, je vous disais que j'allais attaquer enfin, après des mois et des mois de motivation par certains de mes amis qui m'ont dit qu'il fallait absolument que je le voie. Les séries, entre guillemets, western, qui ont lieu sur Paramount. Alors, 1883, 1923 et Yellowstone. Alors, sachant que Yellowstone est arrivé avant tout le monde, que tout le monde m'avait dit, il faut absolument que tu ailles voir ça, etc. Voilà, alors moi, le problème, c'est que soit tout de suite, je suis hypée moi-même et qu'il y ait une personne qui me dise, il faut que tu y ailles, j'y vais. Soit je me dis, ah, peut-être que j'irai, ouais, peut-être pas tout de suite, et plus on me le dit, et moins je le fais. Bon, vous savez, les gens, les cons, c'est des cons, hein. Moi, par exemple, je parle de moi, hein, en parlant de cons. Voilà. Des fois, je suis un peu cucul la praline, un peu concon sur les bords. J'ai plein de gens qui m'ont dit, il faut que tu y ailles. En plus, toi, tu aimes les westerns, tu aimes ce genre de trucs, etc. Ça va te plaire. Il y a beaucoup de manipulations, de machins, des histoires de famille. Vraiment, ça va te plaire. Voilà. Alors, pourquoi j'y n'y suis pas allée avant? N'allez pas me demander pourquoi, parce que même moi, je trouve que c'est complètement aberrant. Voilà. Mais voilà, cet été, en discutant comme ça, autour d'un verre avec des potes, je sais plus, il y en a un qui m'a dit, ah non, mais moi, j'y suis pas allée, j'ai regardé les 2 premiers épisodes. Oh là là, c'est violent. Et puis alors, quel intérêt, un truc sur la conquête de l'Ouest, machin. Et alors là, ça a fait tilt, hein. Je me suis dit, ah, il faut que j'aille voir ça. Voilà. Donc, j'ai décidé fin août comme je voyageais, que j'avais un long voyage en train, de voir par ordre. Alors, on m'avait dit qu'il valait mieux regarder Yellowstone en premier, because c'était celui qui était passé en premier, mais j'ai vu qu'il y avait 5 saisons. Je me suis dit, putain, si tu te tapes 5 saisons, que tu reviens en arrière. Et après, il y a une personne qui a adoré Yellowstone, qui a vu donc forcément les 2 autres séries qui sont sorties après. Donc 1883 et 1923, et qui m'a dit non, non, si tu commences enfin, en gros la saga complète, commence par ordre chronologique. Moi, je les ai vus, ça te gâchera pas la visionnage de Yellowstone. Au contraire, ça va t'éclairer sur certaines choses. Non, non, vas-y, fais ça. Donc, j'ai décidé de faire ça. Donc, dans le train, je me suis tapé limite quasiment la première saison, enfin la saison de 1883. Voilà, il me restait 2 épisodes à voir quand je suis revenue, pour vous dire que je l'ai avalé. Je me suis pas dû. D'habitude, je lis dans le train, je somnole pas, mais je lis dans le train, j'ai l'esprit qui vagabonde à travers la vitre avec la musique dans les oreilles. Bah là, écoutez, c'est vraiment la première fois que je lève pas le nez du tout, quasiment. Généralement, je mets pas les écrans. Je suis l'adepte de pas du tout mettre des écrans. Je préfère laisser vagabonder mon esprit ou lire ou autre. Et là, vraiment, je me suis dit, allez, je regarde un épisode. Et après, ça devra aller. Mais bien sûr. Alors, j'ai donc effectivement au mois de septembre enquillé 1883, 1923, les 2 premières saisons de Yellowstone. Vous allez me dire, mais elle est folle. Ah bah non, mais quand on... Bah écoutez, à un moment donné, il n'y avait pas grand-chose. L'actualité et comment m'expliquer ça, c'est même pas démoralisant, c'est affligeant. Voilà, c'est vraiment affligeant. Vraiment, tous les côtés, c'est affligeant. Voilà, la situation mondiale est affligeante, la situation française est affligeante, les gens sont affligeants. À part vous, mes fidèles abonnés, mais enfin, les 3 quarts de la planète sont vraiment à chier. Je suis pas du tout politique, donc j'en ai rien à foutre, même si ça me gonfle, hein, on est bien d'accord comme tout le monde, mais voilà. Euh, je suis pas le genre de fille à aller faire les manifs. Si j'ai quelque chose à dire, je le dis textuellement. J'ai pas besoin d'aller casser 3 vitrines et aller gueuler
comme un veau derrière une pancarte. Et puis s'il y a quelque chose qui ne va pas, ben, les prochaines élections, je me ferai un plaisir de soit ne pas y aller, soit de voter comme j'ai décidé de le faire depuis des années. Voilà, donc de toute façon, je ne vais pas polémiquer, mais moi, tant qu'on ne comptabilisera pas les votes blancs, personnellement, ça ne m'intéressera pas. Voilà, parce que j'estime que quand on met un vote blanc, ça veut dire que les deux, trois candidats ou la personne qui se présente ne convient pas. Voilà, je ne vote jamais contre une personne, parce que je trouve ça très con de voter contre une personne, alors qu'en fait, vous l'enquillez pas souvent non plus, mais c'est vous votez contre l'autre, donc vous allez voter pour quelqu'un que vous aimez pas forcément. D'ailleurs, ça se vérifie très souvent. Premier tour, vous avez des gros scores, et au deuxième tour, les personnes s'effondrent. Ben oui, vous votez plus contre, vous avez la trouille. Enfin, en tous les cas, moi, non. Moi, je vote blanc. Voilà, les dernières élections, j'ai mis un Casimir dans la... J'ai mis voter blanc, parce que je sais que c'est pas comptabilisé, donc j'ai collé Casimir. Voilà. Non, mais à un moment donné, voilà, si ça compte pas le blanc pour estimer que les personnes vous disent, bah non, mais ni toi ni lui, vous me plaisez, donc je vais pas voter pour vous. Bah, je laisserai tomber, ou alors effectivement je voterai un jour pour un homme ou une femme qui me conviendra dans ses idées, dans ce qu'elle présente ou il présente, dans ce qu'il estime vouloir faire. Après, qu'il le fasse pas, j'y suis pas après, hein, c'est pas moi qui décide. Donc voilà, la situation mondiale, j'ai l'impression que les politiques sont débiles. J'en sais rien, je sais pas, Enfin, moi, je vois arriver les choses à 20 km à la ronde. Ça fait 2 ans que j'arrête pas de le dire à tout le monde. Et tout le monde me dit, bah non. Et là, c'est en train de se vérifier. Et tout le monde regarde le plafond. Voilà, on tue des gens parce qu'ils sont pas d'accord avec vos idées. Même si, pour l'influenceur américain d'extrême droite, ça a été quand même un beau karma, hein, de prêcher le port des armes et de se faire tuer par une arme à feu. Enfin, ça n'empêche que l'on ne tue pas quelqu'un pour des idées. Voilà, c'est tout. La personne ne vous plaît pas, il y a des idées qui ne vous conviennent pas. Ah bah soit vous avez les arguments pour le contrer à ce niveau-là, de lui dire bah non, je suis désolée, je suis pas d'accord avec toi. Soit bah en gros, ça vous plaît pas, vous écoutez pas, vous passez votre chemin, vous l'écoutez pas, vous en avez rien à foutre. Voilà. Mais enfin, on tue pas les gens parce que les personnes sont pas d'accord avec vous. Alors l'Amérique part dans le mur, enfin ils y sont hein, dans le mur, donc ça c'est sûr. Moi, mes amis américains sont consternés. Alors, ils sont vraiment consternés, là, vraiment, ils étaient au fond du trou quand Trump a été réélu, ils ont été au fond du trou par certaines choses, la fois l'histoire que l'Amérique veut un dictateur, je crois que ça avait failli les achever, bah là, ça les a achevés, hein. Alors là, ah bah là, ils sont, bon, ouais, 36e dessous, ne parlons même pas de mes amis allemands qui sont plus qu'affligés, ils se disent que là, ça part n'importe comment quand ils voient... des partis d'extrême droite qui sont limite nazis, hein, qui arrivent à des têtes de Länder ou qui disent des énormités, machin. Bon, enfin, dans tous les pays, ça part en couille, hein, on est bien d'accord. Sans compter sur notre ami Vladou qui, bah lui, il se dit bah personne ne me dit rien, j'y vais, sur un malentendu, ça peut marcher. Bah c'est nous qui sommes cons, hein, enfin je veux dire, et puis de l'OTAN. Voilà, tu lui mets 3 coups de semonce, tu vas dire tu vas te calmer, chouchou, maintenant, voilà. Et les autres qui font la fête à Pékin. Personne n'a trouvé ça bizarre, hein, voilà, qu'il y ait des gens qui veulent rentrer dans l'Union européenne qui soient présents. Enfin, bah, je sais pas, voilà. Donc je sais que je fais une intro très longue, mais pour vous dire que j'avais vraiment besoin de vider la tête, de faire autre chose. D'ailleurs, j'ai besoin de faire autre chose. J'ai besoin de voir des trucs, des séries, de lire des livres, de dessiner, de humer les marronniers, enfin tous mes marrons qui sont en train de se casser la gueule devant chez moi. Voilà, je mets pas je mets plus les trucs. Le matin, j'écoutais les radios. Généraliste la plupart du temps. Désormais, j'ai la musique classique. Je n'écoute plus. Je me suis dit que de toute façon, s'il devait arriver une énorme saloperie dans le monde, j'en serais au courant parce qu'il y a bien quelqu'un qui me le dirait. Voilà, quelqu'un qui m'appellerait pour me dire, tu as vu ce qui se passe, machin. Au bureau, elle m'en parlerait. Dans le bus, je l'entendrai. Quoique dans le bus, je mets MP3 pour éviter les conversations hautement philosophiques des Marseillais. Voilà, donc je me dis que de toute façon, s'il arrive une merde, il arrive une merde, je serai bien au courant. Voilà. Et si on doit évacuer la ville, j'entendrai les sonneries de l'alarme, donc ça devra aller. Alors, on passe après cette très longue intro, mais vous savez comment je suis, sur ce que j'ai vu. Alors, j'ai vu un film
un doc, et donc les 3 à la suite. Enfin, voilà, j'ai vu les 2 premières saisons de Yellowstone, mais j'ai pas vu, enfin je garde les 3 dernières pour le mois prochain. Alors, on va commencer par le film, hein, comme ça je vais vous laisser languir sur mon coup de cœur, qui sera sûrement dans les 3 premiers de l'année, hein, ça c'est sûr et certain. Donc le film que j'ai vu, c'est The Tuesday Murder Club, donc le club du jeudi sur des meurtres. Enfin, je crois que je sais pas comment ils l'ont, un truc de Chris Columbus, donc c'est sur Netflix. Alors en fait, le résumé, c'est une bande de retraités qui est passionnée d'affaires criminelles, qui sont classées, des cold cases quoi, qui se retrouvent plongés au cœur d'une véritable enquête pour un meurtre qui en fait touche leur EHPAD, en gros leur maison de retraite. Voilà. Alors c'est adapté d'un roman à succès que je n'avais pas lu et que je ne connaissais pas, donc comme ça au moins ça j'ai eu la surprise. Alors attention, rien de renversant ici. Mais c'est un sympathique petit film pour un dimanche pluvieux. D'ailleurs, c'est comme ça que je l'ai regardé. Moi, j'ai trouvé que c'était une sorte de Club des 5, version 3e âge, dans un EHPAD de luxe, hein, parce que, attention, c'est un EHPAD de luxe, hein, le truc. Voilà, dans la campagne anglaise. Alors, en tête de gondole, vous avez une espèce de Miss Marple, qui est un ex-agent du MI6, non du 6, elle est du 6, qui est menée donc par une Hélène Mirren, toujours parfaite. Et vous avez un casting haut de gamme. Vous avez Ben Kingsley, Pierce Brosnan, avec qui elle a déjà joué dans Mobland, puisqu'elle jouait sa femme dans Mobland, je vous le recommande. Et entre autres, et David Tennant. Ça va, excusez du peu, côté casting. Alors, en plus, moi j'ai trouvé que le clin d'œil qu'elle fait dans une scène avec son mari, référence à son rôle dans The Queen, et la réflexion assez très touchante de son mari en disant que le jour de l'enterrement de la reine Elisabeth II, c'était l'un des jours les plus tristes de sa vie, ce que je suis tout à fait d'accord avec lui. Voilà, donc vraiment c'est un bon petit film. Alors l'enquête est très minimaliste, hein, c'est assez cousu de fil blanc. Ça joue des fois avec l'infantilisation des personnes âgées, mais ça pointe aussi les travers et le côté un peu, ouais, des travers un peu des enfants ingrats, c'est-à-dire ceux qui mettent leur petit vieux dans une très très bonne maison, etc., mais qui, sous prétexte qu'ils sont des vies trépidantes, qu'ils n'ont pas le temps, machin. Après, ça pointe aussi le fait que, voilà, il y a des relations qui étaient déjà distendues entre les enfants et les parents bien avant que les parents vieillissent, et que ça aide pas, hein, à la volonté des enfants d'aller voir leurs parents alors que ceux-là ne se sont pas occupés d'eux. Voilà, donc ça pointe plusieurs choses. Après, évidemment, on voit arriver la fin, évidemment, on voit arriver les rebondissements, les passes d'armes, les mauvais et les bons personnages, mais il y a ce côté absolument so British qui est cultivé avec sérieux, mais avec suffisamment d'autodérision de ces acteurs, qui se moquent d'ailleurs eux-mêmes de leurs âges. Euh, voilà, il y a qu'à voir certaines scènes avec notamment Pierce Brosnan qui fait semblant d'être complètement sourd, etc. Enfin bon, voilà, je pense qu'ils s'amusent beaucoup, ils se sont beaucoup amusés. Alors c'est un film très sympatoche, moi j'ai beaucoup aimé. Il n'y a pas de relief, hein, mais voilà, il y a quelques traits d'humour qui sont sympas, il y a un peu de noirceur, mais qui est un peu adouci quelquefois, et puis il y a cette élégance british, quoi. Je veux dire, il y a l'humour british, il y a la façon de faire, et puis il y a un cabotinage de ces acteurs fabuleux. Honnêtement, moi, ça a amplement suffi à mon bonheur. Perso, Hélène Mirren, je m'en lasse absolument jamais. Et puis, visiblement, elle aime bien jouer avec Pierce Brosnan, donc j'espère qu'ils vont continuer à jouer dans d'autres séries. Alors, est-ce que c'est vraiment un chef-d'œuvre qu'on attendait? Non. Mais c'est Chris Columbus, hein, voilà. Donc, c'est quand même, pour ma génération, c'est celui qui a fait Maman, j'ai loupé l'avion quand même. Donc, voilà, on s'attend pas à un Spielberg, ni un Christopher Nolan, ni un Sam Mendes, ni un David Fincher, ni un Ken Loach, mais ni un Oliver Stone, mais qui en fait plus. Mais bon, voilà, c'est distrayant, c'est sympathique. C'est que des petits vieux presque, c'est mignonné. En plus, voilà, je vous dis, les têtes de pont s'amusent, quoi. Et on voit que les acteurs s'amusent. Même David Tennant qui joue le rôle d'un espèce de connard absolu.
mais il a dû se marrer. Voilà, donc c'est très sympathique. Vous passez un bon petit moment. Et honnêtement, j'espère qu'il y en aura d'autres. Voilà, parce que franchement, c'est bon, quoi. Voilà. Donc ça s'appelle The Tuesday Mother Club de Chris Columbus. C'est sur Netflix, donc si ça vous plaît, n'hésitez absolument pas. Ensuite, j'ai vu un documentaire, je l'ai vu moi sur MyCanal. Donc ça s'appelle Stunts. Alors Stunts, c'est en gros, enfin je sais pas, j'en sais rien, je sais pas. Bon, je vous explique si vous savez pas. En fait, depuis la sortie de Stan, donc la chanson de Eminem, sur ce fan obsessionnel assez instable, qu'il explique dans la chanson, donc en 2000, si je me souviens bien. En fait, Stan est rentré dans le dictionnaire d'Oxford, donc dans le Oxford English Dictionary, en 2017. Je crois, 2017 ou 2018. Enfin, en tous les cas, c'était avant le Covid, bien avant, un peu avant le Covid. Et bref, c'est rentré comme étant en fait un symptôme. Voilà, c'est des gens qui sont passionnés, voilà. Et en fait, dans la chanson Stan, si vous la connaissez pas, je vous invite à aller l'écouter. Il y a un personnage qui écrit des lettres assez poignante d'ailleurs à Eminem, parce qu'en gros, il s'est identifié à Eminem, à la vie qu'a eu Eminem, parce qu'il n'a pas eu une enfance joyeuse des masses. D'ailleurs, ceux qui ont vu El Miles, on a bien vu que c'était pas folichon chez lui. Et en fait, ce fan lui écrit des choses, et dans la chanson, il devient de plus en plus hargneux, de plus en plus violent dans ses propos, parce qu'il comprend pas pourquoi Eminem ne lui répond pas. Et bon, la fin de la chanson, c'est qu'en fait, il a une petite amie qu'il a mis enceinte, en gros, il se suicide, il se jette dans sa voiture, il se jette d'un pont avec sa copine dans le coffre, enceinte jusqu'au cou. Voilà. Et Eminem, dans la chanson, s'aperçoit à la fin qu'en fait, le fan qui lui écrivait et que lui, il était pris dans une tournée absolue et qu'il n'avait pas le temps de répondre dans l'immédiat, mais il répondait à la dernière lettre en disant, ben voilà, j'ai pas eu le temps, mais voilà, la casquette signée pour ton petit frère, etc. Et puis en plus, j'ai entendu une nouvelle absolument bouleversante d'un jeune homme qui était fan et qui s'est tué avec sa copine enceinte. Et en fait, il réalise à la fin que c'est ce fan-là. Voilà. Et en fait, tous ces fans, ce documentaire rassemble les plus grands fans de Eminem, qui ont des liens profonds avec Eminem, alors pas directement, mais qui font écho aux chansons, qui font écho à sa vie, qui les ont soutenus, c'est-à-dire les chansons d'Eminem ont soutenu ces gens-là dans des périodes différentes, etc. Et c'est vraiment la fanbase de cet artiste que j'aime beaucoup, vraiment. Depuis ses débuts, je suis vraiment, la première fois que j'ai entendu Eminem, c'est la chanson My Name Is. Et alors, je peux pas dire que je suis une fan parce que je connais pas tout, parce que je sais pas. J'ai tous les albums, on est encore sur la question. Mais je connais pas toute sa vie. Enfin, je connais les grandes lignes. Je connais pas tous les textes par cœur. Il y a des chansons que je n'ai écoutées qu'une fois dans ma vie parce que j'ai écouté l'album quand il est sorti, puis après, plus du tout. Voilà. Donc, je peux pas dire que je suis une fan, mais j'aime beaucoup ce type, vraiment. Et en plus, c'est quand même un des mecs les plus discrets au monde. C'est une personnalité publique énorme et en fait, à part qu'il a été marié, qu'il a une fille, qu'il a divorcé, qu'il a récupéré, je crois, les enfants de sa précédente femme quand elle est morte, ou je sais pas, enfin je sais pas, il y a eu un truc comme ça, il a élevé des gosses qui n'étaient pas à lui, enfin bon bref, et puis il a perdu des amis très chers, voilà. Mais vous en entendez très très peu parler, on en entend parler que quand il sort un album. Quand il se produit au Super Bowl, machin, ou MTV Awards, ou ce que vous voulez, mais en fait, dans la vie de tous les jours, il fait pas les gros titres, quoi. Vous le voyez pas dans les unes de magazines parce qu'il a épousé tel truc, il monte pas sa maison, il monte pas sa villa, il monte pas sa vie en général, il vlog pas, voilà, c'est un mec privé, très 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 discret, mais qui a une pupille. Et puis en fait, il est vraiment, dès qu'il est pas Eminem, il est Marshall Mathers. Voilà. Et moi, dès le début, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il arrive à conserver ça, alors qu'il ne se mêle pas. Alors,
Honnêtement, je le trouve toujours très intéressant parce qu'il est innovant, il est très surprenant, il a de très beaux textes. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ah Eminem, machin. Moi, je trouve que c'est de la poésie moderne. Vraiment, si vous lisez ces textes, alors oui, des fois c'est très vulgaire, etc. Mais honnêtement, il a une façon de parler de la vie, des sentiments, de ce qu'il peut avoir, ce dont il a pu avoir peur ou ce qu'il a peur, de sa responsabilité dans certaines choses, de sa paternité, de ses relations très difficiles avec la mère de sa fille, de son enfance, de ce qu'il a pu ressentir quand il a perdu son meilleur ami qui a été tué par balle dans un nightclub à Détroit, si je me souviens bien. Je crois que c'est à Détroit d'ailleurs. Voilà, donc, mais c'est quelqu'un qui a eu une trajectoire très particulière. Et là, dans ce documentaire, évidemment, ça mêle quelques réflexions de Marshall Mathers lui-même, hein, pas en tant qu'Eminem, en tant que lui, parce qu'il regarde ce documentaire. Et là, les Stans, comme on les appelle, ils parlent. Et ils expliquent, par leur témoignage, ces femmes qui sont très sensibles et très aimants, hein, et qui s'accrochent à lui. Alors pas à lui, comme je vous dis, pas à Marshall Mathers, mais à Eminem, parce que l'artiste les aide à vivre mieux, ou moins mal, malheureusement pour certains, il l'explique, ou carrément à survivre à des horreurs qu'ils ont subies dans leur vie, et qui se sont raccrochés à la musique d'Eminem, et qu'ils ont récupéré. Alors, si vous êtes fan d'un artiste, quel que soit l'artiste, hein, on s'en fout, vous pouvez être fan de qui vous voulez, et que vous avez ce rapport avec cet artiste-là, c'est-à-dire que vous savez que cet artiste, moi c'est le rapport que j'ai avec Blur, mais je ne suis pas une fan hardcore, comme on dit. Je ne collectionne rien de Blur, très peu, j'achète leurs livres, mais je ne suis pas la première à acheter les livres qui sortent dans la première seconde. La première chose que j'achète le premier jour de la sortie, c'est leurs albums, mais je ne collectionne rien. J'ai très très peu de choses, j'ai gardé quelques tickets et j'en ai beaucoup perdu. Dans un déménagement, j'avais perdu 4-5 cartons, et parmi les cartons, il y avait beaucoup de choses qui étaient des souvenirs de mes années fin 80, début 90. Donc bon, bah, j'ai perdu beaucoup de choses, y compris des CD, y compris des photos personnelles, des albums, et aussi des billets, des machins. Bon, ça c'est la vie, on peut pas les remplacer, hein. Voilà. Mais je vais pas être une fan au point de vouloir tout savoir, d'aller me pointer devant les maisons des membres de Blur, il y en a qui le font, de les traquer partout, de vouloir récupérer le moindre papier, le moindre signature, machin. Je crois que j'ai un seul album signé par Blur, l'ensemble des groupes, un des premiers d'albums. Je crois que c'est Les Chats, d'ailleurs. Oui, c'est Les Chats. Voilà, donc vraiment, mais j'ai rien, je suis pas ce genre de fan obsédé, machin. Mais par contre, Blur, et ça fait écho avec Eminem, Blur est l'histoire de ma vie. C'est-à-dire que je sais que je peux m'appuyer sur certaines chansons quand il y a des jours, comme je dis, de grand vent, quand il y a eu des moments très compliqués dans ma vie à vivre. Bah, bêtement, je me suis raccrochée à Blur. Voilà, et je sais qu'il y a comme je me raccroche des fois à certaines chansons de Duran Duran, comme à Dépêche Mode, etc. Enfin, il y a des artistes. Si vous êtes fan, vraiment, vous savez que cette chanson-là, elle va vous faire passer quelque chose. Ou elle va vous faire pleurer comme une dinde absolue, mais qu'après, vous allez aller mieux. Voilà, moi, par exemple, il y a une chanson que je mets systématiquement quand il y a un moment de stress absolu. Parce que je sais qu'elle me calme. Elle me fait redescendre le niveau de battement de cœur et je pense de tension à un niveau acceptable. Voilà. Mais je comprends ces fans-là. Parce que il y en a certains, et d'ailleurs dans leur témoignage, c'est ce qui est très touchant, c'est qu'ils se mettent à nu, et il y en a certains, ils ont subi des trucs, ils ont eu des trucs dans leur vie, mais c'est absolument horrible. Mais ben, là, ils se sont raccrochés. Alors c'est vrai que Marshall Mathers n'a pas eu une vie linéaire non plus. Et en fait, il les comprend. Il comprend ces sentiments hors normes de ses stans, parce que lui, il le dit d'ailleurs, il est touché de voir ça. Et il essaie de maintenir, il explique qu'il essaie de maintenir ce grand écart qui s'abstreint à avoir avec ses stans, parce que même s'il est très touché,
que tant de personnages trouvent un mode de vie, une espèce de bouée de sauvetage grâce à ses textes ou grâce à son fameux personnage Slim Shady, il a besoin de ce, de ce distance pour continuer à créer parce que sinon c'est trop d'émotions. Et, euh, et en fait, il est très étonnant parce qu'il est surpris, mais vraiment on le voit, il est surpris. Ça ne cesse de le surprendre qu'il y ait des gens qui l'aiment à ce point. Voilà. Et qui ait besoin de ses textes, de sa musique, de savoir qu'il existe. Il y en a un qui a dit, moi, tant que Eminem existe, tant que Marshall Mathers existe, je peux affronter la vie. Vous vous dites, putain, mais si vous n'êtes pas fan de quelque chose, vous ne pouvez pas comprendre. Je pense que les gens qui ne sont pas vraiment fans absolus de quelque chose, qui verraient ce documentaire, qui verront peut-être ce documentaire, j'en sais rien, vont les trouver peut-être pathétiques, ou vont se dire n'importe quoi, mais c'est con, t'as qu'à aller voir le psy. Et c'est ce qui est horrible quand on entend ça, parce que moi ça m'est arrivé d'entendre ce genre de choses. À chaque fois je leur dis, mais pas tout le monde peut exprimer, formuler quelque chose. Pas tout le monde est bon à formuler quelque chose. Et le plus beau, entre guillemets, c'est quand vous avez un texte qu'un artiste a créé, qui ne vous connaît pas, qui ne sait pas du tout qui vous êtes, qui ne sait pas du tout ce que vous avez vécu, et qui met des mots sur ce que vous n'arrivez pas à mettre. Vous n'arrivez pas... Il met des mots sur vos mots à vous, AMAUX, et vous avez l'impression qu'il a créé la chanson que pour vous, et c'est une chanson qui vous tient. Et personnellement, je trouve ça, mais vraiment superbe. Donc que vous aimez Eminem ou que vous n'aimez pas, mais si vous aimez un artiste tellement fort, je vous jure, vous allez vraiment apprécier ce documentaire. Et, euh, et la dévotion que certains fans ont pour lui, qui le gêne en plus, parce que ça le touche, mais ça le gêne parce qu'il estime il est pas suffisamment important. Mais je pense que c'est un artiste qui est lui-même écorché vif, donc, et qui s'est reconstruit, parce qu'il est beaucoup plus posé désormais. Enfin, ça fait au moins, je sais pas, peut-être une dizaine, quinzaine d'années qu'il est quand même plus... Enfin, dizaine d'années, qui est plus posé comme mec. On voit qu'il a pris du recul, qu'il est plus mature, etc. Et puis bon, il vieillit, hein, comme tout le monde. Et franchement, et le mot de remerciement à la fin du documentaire, ne le loupez pas, parce que ça montre vraiment son incrédulité devant son succès perso, quoi. Il se demande. Voilà, il se dit, putain, mais ah bon, vous êtes sûr que je mérite ça? Bah ouais, visiblement, ouais. Voilà, donc c'est un très très joli documentaire sans filtre, hein, parce que bon, il est sans filtre, Marshall Mathers quand même. Hein. Et puis ses fans aussi, ils sont comme ça, ils ont grandi avec lui, ou ils l'ont découvert sur le tard, et ils ont eu besoin, et c'est très bien. Voilà, donc Stance, moi je l'ai vu sur MyCanal, hein, donc je ne sais pas du tout s'il est sur autre chose, mais... voilà, c'est sur MyCanal, donc n'hésitez pas. Et alors, on va attaquer donc les séries télé. On va faire par ordre chronologique, mais alors je vous dis, j'ai pris une claque monumentale. Voilà. Alors, vraiment sur 1883 et sur les 2 premières saisons de Yellowstone. 1923, j'aime beaucoup, vraiment beaucoup, 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 mais il y a 2-3 trucs. Voilà. Mais bon, alors 1883, c'est donc Taylor Sheridan, et alors là, il faut le citer en long et en var, parce que alors, le mec, il a fait un boulot, lui. Bon, bref. Moi, je l'ai vu sur MyCanal parce que j'ai gratuitement Paramount. Donc, c'est pour ça. Mais c'est sur Paramount. Donc, on est en fait avec la famille Dutton qui débarque pour un voyage vers l'ouest américain, à travers les Grandes Plaines, bien sûr, parce qu'ils fuient la pauvreté, ils avaient déjà fui l'Europe parce qu'ils étaient malheureux. Ils sont arrivés aux États-Unis d'Amérique, et en fait on leur a dit qu'à l'ouest il y avait des endroits, et qu'ils allaient avoir la possibilité en gros la terre promise, quoi, si vous voulez, des grands espaces, d'avoir un terrain à eux, avoir une petite maison, pouvoir élever du bétail, etc. En fait, en gros, et ils vont débarquer dans le Montana. Alors il faut quand même dire, je le dis, c'est parce que je suis vraiment une fan depuis toute petite des grands westerns, que j'en ai vu énormément. J'ai quand même quasiment vu tous les classiques, hein, depuis les années 30, que je savais
que c'était pas la réalité, que j'ai appris que c'était pas vraiment la réalité à l'adolescence et au début de ma vie de jeune adulte, quand j'ai mes amis américains, alors qui étaient des correspondants à la base, mais qui après ils sont vraiment devenus des amis, qui sont des amis. On s'est changé des lettres, oui, à l'époque il n'y avait pas Internet. On s'est changé des lettres et en fait on s'est raconté notre histoire, l'histoire de notre pays. Voilà, donc j'ai su par leurs propos. Et c'est comme ça que j'ai appris l'histoire des natives américaines, enfin des Amérindiens ou natives, vous les appelez comme vous voulez, euh, des cow-boys qui étaient noirs, qui avaient des cow-boys noirs, des noirs affranchis, des esclaves qui avaient été amenés, mais qui ont été rapidement affranchis dans certains endroits, pas dans d'autres, etc. Donc ils m'ont raconté, donc évidemment raconté la guerre de sécession, ce qui s'était passé avant, après, etc. Donc pour moi, les westerns que je voyais avec ce côté très manichéen, le cow-boy est très gentil, le yankee est très gentil, blanc forcément, et les Indiens, ouh, méchants, machin, les Noirs, on les voit pas, ou très peu, etc. Je savais que c'était faux. Mais n'empêche que ce côté Wild Wild West, ce côté grande plaine, ce côté aventure, ce côté... voilà, moi ça me plaisait, je fais partie d'une génération où mes grands-pères étaient fans de western et ils m'ont fait voir tous les classiques. Et oui, j'aime John Ford, oui, j'aime les films avec John Wayne, oui, j'aime tous ces films-là. Et même si je sais que c'est pas la vraie représentation, mais n'empêche que moi, la charge héroïque, la princesse, la prisonnière du désert, etc., je trouve ça Alamo, mais Alamo c'est quand même un des meilleurs films du monde. Voilà, mais je connaissais cette histoire qui était différente. Et là, je me relevais de la très grosse déception de The Bear et je me suis dit, bon, bah alors vas-y, on va revenir aux fondamentaux. Tout le monde te dit, il faut y aller, tu y vas. Bon. Ah bah, je me suis pris une claque. Mais vraiment, voilà. J'ai vraiment dévoré cette série. Je l'ai finie en 3 soirs, en gros. Parce que j'étais incapable d'arrêter de regarder, en fait, cette famille, ces pionniers qui débarquaient dans l'Ouest américain. La scène d'ouverture de 1883 vous cloue sur place. Moi, elle m'a clouée sur place. Elle m'a glacé d'effroi, mais vraiment, je me suis retrouvée sur une scène hyper violente. Et tout d'un coup, il y a une voix off qui apparaît, donc de cette jeune femme qu'on voit à l'écran et dont on va suivre le destin, et qui est en fait à la base, la base de la famille, plus ou moins, et du destin tragique qui va arriver au fil des épisodes, etc. Mais elle est sublimissime, cette scène. Horrible, mais sublime. Et alors, c'est là où vous vous dites, Taylor Sheridan a fait un boulot de dingue. Alors, d'écriture, mais de cinématographie. Vous avez l'impression que c'est du cinéma. Les couleurs, la lumière, la reconstitution, tout est beau, quoi. Et alors, cette fille, mais quel caractère, mais quel destin, mais quel caractère, quoi. Mais elle est épatante. En plus, sa voix qui suit, parce qu'on le sait, après, mais là, elle suit sur 1923, donc c'est sa voix qui plus ou moins nous guide, on la connaît, la voix, donc on la garde. Et alors, ces gens qui ont fui la pauvreté, qui en fait, en gros, honnêtement, aspiraient justement à se poser quelque part, à cultiver leur terre, à vivre tranquillement, avec des espoirs plein la tête, vont se retrouver face à une violence absolue, la cupidité à l'extrême, l'horreur des mauvais traitements alors soit qu'ils voient, mais soit qu'ils infligent aussi aux Amérindiens, et puis cette cruauté de l'homme blanc, en fait, de ces gens qui étaient avides de pouvoir, de terre, d'argent, qui n'ont pas hésité à tuer même leurs propres semblables pour grappiller un bout de terre, un morceau d'or. Et encore là, il n'y a même pas d'or, donc c'est vraiment la terre. Et le destin abominable de certaines familles qui sont parties avec presque rien et qui ont été littéralement massacrées.
alors pas forcément par les Native Americans, mais même par l'homme blanc, enfin par leurs congénères, qui étaient peut-être là un petit peu avant et qui ont vu arriver ces gens comme des cancrelins qui venaient bouffer là, un petit morceau de leur lopin de terre, quoi. Voilà. Et alors, quand on pense dans cette série-là que ça va un peu se calmer, un peu, je dis, hein, voilà, ben on se reprend un coup sur la tête. Et honnêtement, je pense avoir pleuré deux, trois fois. Vraiment. C'est une série, mais c'est... enfin, vraiment, la saison, là, tous les épisodes sont... Mais waouh, quoi. Voilà, vraiment. J'avais, j'avais pas eu... Honnêtement, j'avais pas eu une telle claque sur une série à ce point-là, si vite dans le début. C'est-à-dire que dès la première scène, j'ai su que c'était impossible qu'il ait loupé la série. Vraiment, et je suis même pas allée regarder les commentaires, je suis pas allée demander à mes potes ce qu'ils avaient pensé, j'ai dit non, non, laissez-moi regarder tout, jusqu'à la fin de la saison 5 de Yellowstone pour qu'on en discute. Je veux pas que vous m'influenciez, je veux pas savoir. Voilà, la direction photo, les grands espaces, les costumes, les acteurs, incroyables les acteurs. Vraiment, ils ont casté des trucs, mais ils sont parfaits. Les jeux d'acteurs, le scénario, la mise en scène, il n'y a rien qui est mauvais dans 1883. Rien. Voilà. Rien. Tout est absolument génial. Tout est absolument addictif. À la fin du dernier épisode, j'aurais aimé qu'il y en ait une vingtaine d'autres qui soient disponibles. J'étais là, il n'y a pas de deuxième saison. Pour vous dire. Vraiment. C'est vraiment post-guerre de sécession, parce que c'est ça, avec les soucis des Noirs, des Amérindiens, des immigrants, des femmes, des bisons, des terres, bref, tout est fascinant, tout. Et en plus, tout est abordé d'une façon où il n'y a rien d'édulcoré. Vraiment, le travail de l'écriture et de la réalisation de Taylor Sheridan sur cette histoire-là, il édulcore rien, ni les violences, ni ce qu'ont pu subir certaines femmes, ni ce qu'ont pu subir certains Natives Americans, ni ce qu'on a fait à celui-là, ce qu'on a fait à la terre, ce qu'on a fait à l'autre, rien. Voilà, c'est vraiment l'histoire américaine post-guerre de sécession brute. Voilà, telle que elle s'est sûrement passée et telle que les gens n'ont pas imaginé que ça c'était ça. Et franchement, c'est waouh! Voilà, donc vraiment waouh! Donc évidemment, quand j'ai fini, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis jetée sur la suite. Ah bah oui, bah... Voilà, donc je suis arrivée à 1923. Alors là, évidemment, comme vous le savez, je suis une midinette. Ah bah, midi d'un jour, midi d'un jour. Hein. Voilà, vous avez Hélène Mirren, dont je vous ai dit tout à l'heure que j'étais une grande fan, mais alors en plus Harrison Ford. Alors là, cerise sur le gâteau. Hein. Ah bah, le pompon sur la casquette du marin, hein, parce que là, Harrison Ford et Hélène Mirren, je vais vous dire que je couinais déjà de bonheur. Alors là, on se retrouve pendant la Prohibition aux États-Unis et la Grande Dépression, donc 1923. Qui suit donc une nouvelle génération des Dutton. Donc qui suit presque immédiatement celle de 1883. En fait, en gros, c'est le petit-fils. Qui luttent là. Bon, ils sont installés dans le Montana. Ils ont leur ranch est bien établie. Et ils subissent une sécheresse historique avec un vol de bétail. Voilà. Donc, évidemment... moi je pensais, enfin, alors je me suis dit au début, oh là là, ça commençait très très bien. Je me suis dit, oh là là, mais bon, alors bref, le ranch est bien rodé, tout est bien installé, c'est bien implanté. Ils ont assuré la reconnaissance, ils ont de l'argent, ils ont une certaine sorte de pouvoir désormais. Ils comptent dans ce Montana. Et là, on va suivre deux histoires. Voilà. Alors, deux histoires qui sont très différents, enfin pas, ils sont imbriqués bien sûr, c'est la même famille, mais qui pour moi a été d'un intérêt différent. Alors je m'explique. D'un côté on suit donc
parce qu'il y a 2 saisons, hein, dans ce truc, donc j'ai avalé les 2 saisons. D'un côté, on suit donc l'héritier des Dutton, dans le Montana, donc qui est joué par Harrison Ford, qui lutte avec son épouse contre les requins, la sécheresse, enfin les requins qui veulent bouffer sa terre, pas les mammifères marins, la sécheresse et les attaques en tout genre. Voilà, donc ils sont dans le Montana, il essaie de maintenir le ranch à flot, il y en a qui veulent sa terre, il y en a qui veulent son bétail, en plus il tape la sécheresse, plus les gens qui lui en veulent parce qu'il a du pouvoir et donc qu'ils aimeraient bien s'en débarrasser, bon bref, voilà. Donc il est un peu, il est haï, il y a des gens qui veulent sa perte, etc. Et de l'autre côté, on suit donc un autre, le petit-neveu, donc, qui est en fait, qui a fait la Première Guerre mondiale pour les États-Unis et qui, suite à des blessures psychologiques, a décidé de s'exiler en Afrique, où il est en gros chasseur. Voilà, il chasse, il est engagé par des gens, etc., pour faire des trucs. Alors, que ce soit le couple du Montana, donc Harrison Ford et Helen Mirren, excusez du peu quand même, putain. Ok, couple. Ou celui qui va se former en Afrique. Alors, honnêtement, c'est un peu à la mode Out of Africa, teinté d'un conte de fées. Pourtant, les 2 acteurs sont vraiment très bien. Donc, il y en a une qui s'appelle Julia Schaffer. Et lui, c'est Brandon Skelnar, qui d'ailleurs a autant de charisme que Harrison Ford. Hein. Enfin, Harrison Ford John. Quoique maintenant, si on l'épousera encore, Harrison Ford, quand même, faut pas déconner. Ah, il est charmant. Ah, bah, il vieillit bien, le bougre. Mais voilà, il a beaucoup de charisme comme acteur. Et donc on suit leurs aventures, leurs luttes, leurs peurs, les coups du sort, la vie, la mort, la peine, la joie, enfin tout ce que vous voulez, avec le cœur bien sûr qui se déchire au dernier épisode, sinon c'est pas drôle. Voilà, alors les paysages dans le Montana comme en Afrique sont incroyables, tout est palpable, tout est tangible. Chaque plan est vraiment, je vous dis, c'est d'une beauté, les plans ciné incroyables, la reconstitution d'époque est vraiment chirurgicale. Y compris d'ailleurs chez les colons en Afrique et de cette aristocratie britannique. Et donc là, on voit bien le côté euh, colonisation. Alors certains qui sont intelligents et qui colonisent correctement, et d'autres qui se prennent vraiment pour des êtres supérieurs, donc à jeter dans la fosse aux lions. Euh, et Montana, pareil, il y a la rudesse du climat, de la vie, etc. Alors, euh, le seul truc, voilà, je vais vous le dire, vous savez, alors, vous savez que je ne suis pas guimauve pour 3 sous, mais il y a des histoires d'amour, par exemple dans le 1883, que j'ai trouvé très belle. Là, l'histoire d'amour africaine, entre guillemets, pour moi, est beaucoup trop guimauve, et parfois elle est vraiment carrément improbable dans certaines situations. Le seul truc qui fait passer la pilule, c'est les acteurs. Vraiment. Voilà, parce que si vous ne mettez pas ce couple-là, qui est vraiment très charismatique et qui est beau à voir visuellement, en plus, ils sont vraiment très beaux, euh, ça passe pas. Voilà, honnêtement. Si vous me transposez ça dans une autre série avec d'autres acteurs, moi je vous aurais dit, oh putain, c'est quoi cette histoire d'amour. C'est vrai qu'elle est un peu trop guimauve. Elle est un peu trop improbable. Vraiment, vraiment. On peut comprendre pourquoi, parce qu'en fait, après, quand on arrive sur Yellowstone, on capte. Mais au début, moi, j'ai trouvé ça limite digne d'un roman à l'eau de rose, quoi. Et je me suis dit, putain, ils vont pas me taper là-dedans. Alors, heureusement qu'il y avait le couple Harrison Ford, Helen Mirren. Mais je voyais tellement arriver ça, tellement facile, et puis il y avait des raccourcis qui étaient un peu cucu la praline. Mais les acteurs et l'histoire et ce qui va se passer, pardon, après, ah bah ça fait passer la pilule. Et en fait, on comprend les enjeux et la tendresse des lettres de sa tante, donc qui est jouée par Helen Mirren, tante par alliance, à son petit-neveu, qui est manquant depuis des années. Et qui lui demande de revenir parce que là, il faut, parce que c'est la famille et c'est l'avenir de la famille qui est en jeu.
Moi, je l'ai trouvé très touchant et c'était vraiment empreint d'un amour filial. Vraiment, c'est vraiment, et lui, il va traverser carrément tous les continents pour aller rejoindre sa famille. Donc, il y a quand même, malgré le fait qu'il est très amoureux de cette jeune femme, etc., il y a ce côté euh, héritage familial, etc. Alors, il y a certaines scènes qui sont très marquantes dans 1923, vraiment. Notamment celle où cette jeune femme, qui est de l'aristocrate, elle fait partie de la famille royale, hein, étendue. D'ailleurs, elle est duchesse du Sussex. Ne riez pas, c'est drôle. C'est sûr qu'il y en a une qui a la classe, l'autre qui l'a pas. On est bien d'accord sur la question. Vous voyez de qui je parle? Qui a pas la classe, bien sûr, parce qu'elle, elle a la classe, hein. Oh, punaise, l'actrice. Ah, elle dénoterait pas dans un cortège royal, hein, ça, bah, il y en a qui savent se tenir. Et elle débarque, donc elle lui a promis qu'elle le rejoindrait dans le Montana, donc elle fait ce qu'elle peut, et en fait, elle est immigrante. Donc elle arrive à Ellis Island. Et alors, les scènes, et c'est vraiment les longues humiliations envers les immigrants, et ce raciste protectionniste qu'avaient ceux qui les auscultaient, les interroger, euh, c'est vraiment troublant et c'est dérangeant. Sachant que ceux qui sont en face, dans l'autre côté du bureau, il n'y a pas si longtemps que ça, des immigrants eux-mêmes et qu'ils avaient été traités de la même façon, vous vous dites que l'homme a la mémoire courte quand même. Ou vraiment, voilà, il y a un protectionniste américain qu'ils ont intégré par brassée de 12. Et vraiment, ces scènes, c'est très très marquant. Voilà. Et je vous dis, si j'avais un seul reproche à faire, c'est vraiment la fin atroce. Qui, bien sûr, quand on voit Yellowstone, s'explique, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà. Euh, mais, voilà, qui a quand même un petit côté feu de l'amour à un moment donné. Je me suis dit, ah, voilà. Mais vraiment, s'il n'y a que ça. Vraiment, il n'y a que ce côté-là, parce que tout le reste est bon. Voilà, et vraiment c'est bon. Mais par contre, pour moi, qui avais vu donc 1883 et 1923, 1883 est au-dessus, largement au-dessus, mais très 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 bon, 1923, voilà. Mais je vous dis, et donc je me suis enquillée les 2 saisons de Yellowstone. Ah bah écoutez, j'y étais, ah j'y suis allée. Alors, bah, l'avantage est que voilà, vous lisez, vous mangez, vous mangez. Moi, je mange en regardant la vidéo parce que ça me permet de manger sur un laps de temps assez large et pas d'enquiller. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent ah moi je regarde la télévision, je mange, je fais pas attention. Non non, moi justement je pose, je fais attention, je prends du temps pour manger. Donc du coup je me dis j'ai 45 minutes pour manger, donc du début jusqu'à la fin il faut que ça s'étale sur 45 minutes. Voilà, donc c'est ma façon à moi, hein. Il y en a que je sais que non, mais moi, c'est comme ça que ça marche. Donc là, on est donc dans la famille Dutton, qui possède désormais, on est dans les années de 2015. Donc qui depuis donc un siècle, en gros, hein, depuis 1923, presque un siècle, ils sont devenus le plus grand ranch limite des États-Unis et ils sont omniprésents et omnipotents dans le Montana. Et ils ont un pouvoir énorme. Le patriarche, qui est donc Kevin Costner, joué par Kevin Costner, qui est vraiment en mode guerrier, mais qui est un tendre, mais en mode guerrier, il mène son entreprise comme sa famille, sans concession. Alors attention, c'est un père, il ment, pas pour tous, mais qui est meurtri par 2 choses. Un, il a perdu sa femme dans des circonstances absolument abominables. Et 2, il a perdu un autre fils. Voilà, donc il gère un peu comme il peut les 3 derniers enfants. Voilà, alors il y a l'aîné qui cherche à tout prix à être parfait pour faire plaisir à papa, qui est avocat, mais qui a alors des blessures psychologiques larges comme le Grand Canyon, et qui s'expliquent, je pense, qui vont s'expliquer dans les saisons suivantes. Il y a le Benjamin qui est marié à une Amérindienne contre l'avis de la famille. Bah oui, tant qu'à faire, qui est véritablement visiblement une bombe à retardement sur pattes, hein. Je ne serais pas étonnée qu'il soit d'une violence absolue. Mais bon, là pour l'instant, mais il réagit assez au garde-tour, le gosse, donc je me dis, ouh là, ça sent pas bon. Et la fille, la seule, l'unique, la fille à papa, mais vraiment la fille à papa, le genre femme fatale absolue, qui est aussi bestiale que toxique au début.
mais dont on sent les fêlures au fil des épisodes, et sur les 2 saisons, ça se sent. Et alors, Kelly Riley est absolument géniale. Elle est aussi détestable qu'elle est fascinante. Le genre à picoler sec, à baiser comme une Amazone et à aller chercher, quémander l'amour à papa. Et qu'elle ferait tout pour protéger papa et la réputation de sa famille, comme une lionne en fait. Mais elle cherche l'approbation de son père tout le temps. C'est toujours, d'ailleurs en OVO, c'est très drôle parce que c'est toujours yes daddy, yes daddy. Elle a un autre ton quand elle parle à son père. Alors que c'est une emmerdeuse pas tentée, mais qui a beaucoup de blessures. D'ailleurs, il y a des flashbacks qui expliquent d'où viennent certaines de ses blessures et d'où le fait qu'elle n'assume pas certaines choses. Mais alors, cette fille, qu'est-ce qu'elle est belle! Alors, je savais qu'elle était déjà belle parce que je la suivais depuis un moment. Mais alors là, waouh! Ah ouais, ah punaise, c'est le genre de fille qui pourrait vous faire tourner Kazakh. Hein. Je vous le dis tout de suite. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle! Mais alors, elle a un rôle, oh, punaise, elle a dû se régaler quand même. Parce que comme actrice, je pense que ça doit être très très bon de jouer ce genre de personne. Et donc, en fait, dans les 2 premières saisons, les enjeux se mettent en place. Donc, on voit arriver des promoteurs qui essayent d'amadouer les chefs de la réserve amérindienne qui ont finalement récupéré certains territoires et qui décident de morceler en fait l'immensité du ranch donc Dutton Yellowstone, c'est comme ça qu'il s'appelle maintenant. Bon, autant vous dire que le paternel n'est pas d'accord, hein, et encore moins, bien sûr, ses employés. Alors, on suit l'itinéraire de plusieurs personnages dans Yellowstone, que ce soit donc les enfants, le père, bien sûr, mais aussi les cow-boys qui travaillent dans le ranch, les apprentis qui viennent travailler, les natives du coin, donc les chefs de la réserve. Et donc, on voit le travail, en fait, des cow-boys modernes des années 2020, quoi. Leur investissement, la dangerosité de leur travail, bien sûr, le mode de vie, la vie au quotidien, l'appartenance à ce corps de métier, à cette façon de vivre, à ce côté encore très ouest américain, mais avec toute la modernité moderne, et du fait qu'il y ait une vie simple à la nature, en harmonie avec les animaux, euh, qui voit ce qui se passe, ce qui s'est passé, qui essaye de récupérer les choses, etc., mais qui est gangréné par l'extérieur de ce pouvoir, de cette avidité de l'immobilier, de l'argent, etc. Euh, alors oui, hein, il y a tout dans les 2 Yellowstone, et surtout dans les 2 premiers, on voit tout. Hein. Il y a la manipulation, il y a de la haine, il y a du pouvoir, il y a de l'amour, il y a de l'amitié, il y a des mensonges qui pèsent lourd sur comme 2 tanks T-34, sur la vie de certains, et qui les poussent d'ailleurs à s'autodétruire pour certains d'entre eux. Et puis il y a aussi une très jolie histoire qui est en train de se profiler par flashback. Pas facile l'histoire d'amour, mais une très jolie histoire qui semblerait par certains flashbacks être vraiment le fil rouge, plus ou moins, des 3 dernières saisons. Peut-être que je me trompe, hein, mais ça m'en a tout l'air. Alors les scènes sont magnifiques. Il y a encore des explications sur la lignée d'Hutton et les non-dits qui, depuis 1883, font que, en fait, quand on a vu 1883 et 1923, ça s'imbrique très doucement et on comprend ce qui pèse sur la descendance de ces années 2015. Il y a des inimitiés, bien sûr, qui se développent doucement mais fermement, sans venir le gros bordel quand même. Ça contrebalance avec les moments qui sont plus graves et qui ont des conséquences aussi plus graves. Il est quand même à noter, il faut quand même le dire, que les personnages féminins, depuis 1883, donc moi j'avais pas vu Yellowstone, enfin ceux qui ont vu Yellowstone en premier, mais les personnages féminins sont incroyablement bien écrits et très bien développés. Sachant que chaque personnage, qui va du patriarche, hein, joué par Costner, jusqu'au grouillot, possède tout. Il possède son passé, son présent, son avenir. Tout est bien écrit, tout est bien monté, tout est bien agencé. Donc même le personnage le plus secondaire, tertiaire de la série, enfin en tous les cas des 2 premières saisons, a son développement personnel,
à sa trajectoire, à ses blessures, à ses aspirations, à ses envies, à ses erreurs, Vraiment, c'est bien foutu, quoi. Vraiment, c'est bien foutu. Et vraiment, j'ai hâte de voir les 3 dernières saisons pour savoir comment ils vont se dépatouiller de tout ça, tous ces personnages, les pauvres. Et je vous dis, honnêtement, à la fin de la 2e saison, j'ai vraiment un attachement particulier à Beth Dutton, donc, qui est jouée par Kaylee Riley, que j'avais vu la première fois dans Eden Lake, que j'avais déjà trouvé formidable. Parce que franchement, elle a un personnage absolument génial, comme a la même trajectoire de personnage est vraiment formidable aussi. C'est une actrice qui s'appelle Casey Asbill, qui joue la femme amérindienne du Benjamin, de la fratrie. Franchement, c'est 2 femmes très différentes l'une de l'autre, en plus. Mais je suis pas éloignée de penser qu'elles sont pas loin pour certaines choses. On verra pour la suite. Qu'elles ont une trajectoire qui risque de se compléter à un moment donné. Mais vraiment 2 personnages, voilà, vraiment très différents, je dis, dans la façon d'être. Il y en a une, c'est la fille à papa, machin. L'autre, elle vient d'une réserve, elle a toujours vécu dans une réserve, on l'a brocardée, machin. Mais il y a vraiment, ils sont très très bien écrits. Donc bon, j'ai hâte de voir la suite. Donc j'espère que vous, je sais pas si vous avez vu ou pas ces 3 séries là. Si vous avez vu les 3 dernières séries de Yellowstone, pitié, ne me divulgâchez pas quoi que ce soit, c'est ça dommage. Qu'est-ce que je dois voir? Qu'est-ce que j'ai vu au mois de septembre aussi? J'ai vu Alien Earth, très mitigé. Ah, très très mitigé là. Là, vraiment très très mitigé. Je sais pas. Je sais pas, je me pose moi-même la question encore, donc je peux pas vous dire. J'ai envie de regarder, je suis en train de regarder, peut-être, je sais pas. Je suis en train de regarder la fin de la 2e partie de Trackers saison 2, parce que c'est sans prétention, hein, Trackers, vraiment. Sans prétention, Tracker. Mais c'est le genre de truc qui vous fait oublier les trucs. Voilà, vous posez le cerveau, vous regardez, c'est mignonné. Et il y a Hostage aussi, la version british, où il y a si je m'abuse, c'est Julie Delpy qui joue la présidente française. Ça m'intéresserait de voir ça. Voilà, donc je vais voir. Mais ça sera sûrement en octobre, ça, donc on verra, on a le temps. Et puis de toute façon, il y aura Yellowstone en octobre, donc voilà. Et écoutez, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez aimé, pas aimé, s'il y a quelque chose qui vous intéresse ou pas. Et si vous avez vu mes séries coup de cœur, vous me dites si vous aussi vous les avez aimées, mais je suis sûre qu'il y en a plein qui vont me dire: ah mais moi je l'ai vu dès le début, putain t'as fait 400 000 ans que tu devais y être. Ah bah, vous savez, les vieux, ça avance à une vitesse, pas toujours formidable. Voilà, non, mais après il y a tellement de trucs quelquefois que vous avez envie de voir, enfin je sais pas vous, hein, mais moi il y a tellement de trucs des fois qui m'intéressent. En plus j'ai vu, il y a plein de séries qui arrivent que j'ai trop envie de voir, mais je sais pas comment je vais faire. Déjà il y a Slow Horses, la saison 5 qui arrive, et là je négocie pas, c'est Slow Horses, mais il y en a pas mal, hein, de séries qui vont être pas mal à arriver, et qui ont vraiment... Qu'est-ce que j'ai vu comme série? Attendez, si j'arrive à retrouver mon petit papier, ça va faire du bruit, mais il faut que je retrouve mon petit papier. Je sais pas si je vais retrouver mon petit papier, parce que j'ai retrouvé un petit papier la dernière fois en me disant: oh tiens, il y a ça aussi, c'est pas mal, mais j'ai noté, hein, mais vous savez, moi je note, mais après j'oublie où j'ai mis les affaires, alors je suis un peu cucul à praline des fois. Attendez, bougez pas, je vais essayer de retrouver mon petit papier. Ça va faire du bruit, hein, mais bon, c'est pas grave, vous en foutez. D'accord, moi aussi. Je sais pas où j'ai mis mon petit papier. Mince, j'avais mis mon petit papier. Ah, voilà. Alors, j'ai repéré la version anglaise de The Office, donc qui s'appelle The Paper, avec Donald Gleeson. Je pense que j'y vais juste pour Donald Gleeson, on est bien d'accord sur la question. Oh là là, écoutez, on fait ce qu'on peut. J'ai repéré House of Guinness, qui est fait par le créateur de Peaky Blinders. Black Rabbit, qui me semble être très très bon. The Seven aussi, et Murder Before Evenson. Voilà. Donc je ne sais pas ce que ça va vouloir, mais c'est les séries que j'ai repérées.
Donc j'espère que je me suis pas trompée dans mes choix. Mais bon, écoutez, je me trompe, hein, la preuve. Voilà, donc d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Prochaine vidéo, bah, c'est sûrement la pile à lire d'octobre, où il y a des super tops. Vraiment, voilà, je finis septembre et je me suis vraiment bien régalée. Donc, octobre, ça m'a l'air d'être pas mal aussi. Donc, vous verrez ça. Voilà. Allez, bisous, bisous. À bientôt. Et merci de vos pouces, de vos commentaires. Et si vous voulez partager, vous faites. Vous voulez booster. Je sais même pas comment ça existe. Je sais même pas ce que c'est le bouton. Alors, ne me posez pas la question. Ciao!